a toujours l'impression que l'Afrique est en retard, suit le train. En réalité, dans beaucoup de secteurs, elle est en avance. Et puis, il y a même des sauts technologiques, hein. Quand on observe l'environnement, l'écosystème universitaire, notamment via l'UM6P, c'est exceptionnel. Faut pas croire hein, que c'est parce qu'on va en France ou aux États-Unis qu'on aura une qualité d'enseignement supérieure. Et on parle beaucoup de la transition énergétique, mais très peu comment l'accélérer d'une manière réaliste. C'est déjà d'avoir les infrastructures, c'est travailler sur une gouvernance propice, et puis enfin, c'est travailler sur un équilibre entre du décentralisé et des outils beaucoup plus centralisés. Et si on n'arrive pas à impliquer les pouvoirs publics et la population, le rythme de croisière sera ralenti. Est-ce que ta vision de leadership a changé avec les années? Le leader, il est sans cesse dans une démarche d'apprentissage, d'amélioration continue. Il faut commencer par être exemplaire. Le leader doit avant tout fixer un cap. Il n'est pas là pour imposer une vision, il est là pour la co-construire. Qu'est-ce qu'on sous-estime encore aujourd'hui dans la formation des futurs dirigeants africains dans ces secteurs stratégiques? Bonjour tout le monde et bienvenue dans De Perspective. Il navigue au cœur des grands enjeux énergétiques de notre époque. Aujourd'hui, il est à la tête d'Engie Nord Africa. Loïc J.J. Robert, il pilote des projets stratégiques autour de la transition énergétique et du bas carbone. Dans cet épisode, il partage sa perspective. Loïc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de te recevoir. Bonjour Anand, c'est réciproque, très heureux d'être là, très heureux d'être avec toi et d'échanger durant 1 heure autour de beaucoup de questions sur la transition énergétique et puis d'autres aspects du job. Merci beaucoup. Et derrière les chiffres et les infrastructures, il y a bien sûr un parcours construit entre plusieurs continents, plusieurs cultures également, et plusieurs visions de management. Quand tu regardes ce parcours très international et très hybride, quelle serait la meilleure façon de décrire ce fil rouge qui t'a porté jusqu'à là aujourd'hui? Alors, le fil rouge, je dirais, c'est l'intérêt général. Depuis tout petit, j'ai été passionné par les enjeux politiques, géopolitiques. J'ai moi-même fait de la politique, était très engagé dans le monde associatif quand j'étais encore très jeune. Et puis, petit à petit, je me suis formé dans ce domaine-là, à Sciences Po, à Paris. Et très tôt, j'ai voulu travailler pour des entreprises qui servent l'intérêt général. J'ai commencé dans l'aéronautique chez EADS et devenu Airbus depuis. Puis petit à petit, je me suis rapproché des enjeux énergétiques au service des populations, au service d'une transition qui est énergétique évidemment, environnementale, sociale également, puisqu'elle implique pas mal de changements qui touchent les populations. Et donc c'est pour ça, c'est ce qui m'a donné envie de travailler dans le secteur énergétique et puis effectivement de parcourir les continents à la recherche de cultures très diverses, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe et en Afrique dorénavant, à la recherche aussi d'enjeux très différents, des enjeux qui sont au carrefour de la géopolitique, des infrastructures, et puis toujours ce côté impactant, impacter les populations, impacter les territoires, travailler avec les pouvoirs publics, avec différents partenaires au service de la transition énergétique. Et donc voilà, j'ai parcouru effectivement le monde, en tout cas 3 continents différents, avec des expériences effectivement très différentes. L'énergie, c'est très très vaste, donc ça offre beaucoup de perspectives et de métiers très différents. Donc je dirais voilà, une certaine polyvalence, mais avec ce fil rouge dans les transitions, et notamment la transition énergétique. Super intéressant, Loïc. Et comme tu as cité, tu as démarré dans des secteurs ou bien dans des environnements institutionnels et publics, Airbus, EADS, département de Haute-Rhin, c'est ça? Du Haut-Rhin, oui, en Haut-Rhin, Alsace, effectivement. exact. Et avant de basculer à l'énergie, mais qu'est-ce qui t'a attiré en fait de cette industrie ou de ce secteur à fort impact? Alors effectivement, j'ai commencé dans les territoires, ancré dans un territoire en Alsace, de là où je viens, là où je suis né.
D'abord, effectivement, Excuse-moi, dans le service. Oui, vous êtes français d'origine. je suis français d'origine, né D'accord, en Alsace, à Colmar, ok. qui est une Colmar, ville ok. assez connue pour Oui, son tourisme. Et donc, effectivement, très tôt, je me suis engagé en politique dans un territoire qui est ce territoire alsacien, mais déjà sur des sujets très variés, la culture, la solidarité, oui, l'insertion professionnelle, mais aussi hein, la reconversion d'un territoire, y compris d'un point de vue énergétique. À l'époque, hein, on commençait à parler des énergies de plus en plus multiples, de la transition énergétique et écologique. On a fermé progressivement une centrale nucléaire, hein, la première centrale en France fermée d'accord. après plusieurs années d'opération. C'était un peu l'effet Fukushima, hein, et donc il a fallu reconvertir, penser à la reconversion de ce territoire. À partir du moment où on supprime une unité énergétique qui produit beaucoup d'électricité, c'est comment remplacer cette électricité et comment assurer à des gros industriels du secteur un approvisionnement électrique, si possible décarboné, qui va leur permettre de continuer à produire, de continuer à opérer dans leur métier respectif. Et donc j'ai fait ce lien très rapidement entre ce côté public au service des habitants et d'un territoire, que j'ai retrouvé effectivement d'abord dans l'aéronautique, qui sont très liés aux États, qui sont très liés à la façon de travailler sur les métiers dans l'espace, dans la défense, dans l'aéronautique plus classique. Et puis petit à petit, effectivement, j'ai rejoint le monde de l'énergie, qui est aussi très centré vers les territoires, vers les populations. Et donc, c'est un peu ce fil rouge hein, au service des territoires, au service de l'humain, dans une urgence hein, qui est notamment climatique et qui nous oblige à réfléchir de plus en plus rapidement à ces enjeux énergétiques, à ces enjeux environnementaux. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en Afrique du Nord. D'accord. Et tu as cité beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a vraiment un moment précis, déclencheur, qui t'a fait sentir que l'énergie allait devenir ton terrain d'engagement principal? Un moment précis. Oui, c'est surtout basé hein, sur des constatations environnementales, hein. Très jeune, je me suis rendu compte du changement climatique dans mes engagements, notamment associatifs, et notamment en observant aussi la planète, les évolutions de cette planète, hein, avec des contextes très différents, des urgences dans certains territoires, et petit à petit, je me suis senti de plus en plus concerné. Donc je dirais cet engagement a commencé très tôt, hein, dès le lycée, je m'intéressais à ces questions environnementales euh, que je pouvais constater même localement, hein, avec des canicules, de plus en plus de canicules, de plus en plus d'effets dévastateurs en France ou ailleurs. Et c'est ce qui m'a donné le déclic hein, de m'engager sur cette voie-là, dans ce domaine environnemental, climatique, et donc l'énergie est au carrefour de tout ça. Donc je dirais, voilà, très jeune, je lisais déjà beaucoup de livres sur le sujet. Je me documentais Ouais, beaucoup via des reportages ou d'accord. d'autres articles de journaux. Et c'est vraiment ce qui m'a donné le déclic. Ok. Tu es aujourd'hui à la tête d'Enginor Africa, Mhm. un secteur majeur de la transition énergétique. Et quels sont aujourd'hui les grands enjeux que tu portes Mhm. dans la région? Alors, je couvre effectivement un territoire assez vaste, hein, qui allait du Sénégal à l'Égypte, en passant évidemment par le Maroc. C'est un territoire particulièrement stratégique parce que c'est un hub, un carrefour entre Exactement. l'Europe, évidemment, le Moyen-Orient et puis l'Afrique, hein, très tournée de plus en plus vers l'Afrique, avec en plus hein, cette façade atlantique qui mène à d'autres marchés, notamment vers les Amériques. Et donc, tout l'enjeu a été, quand je suis arrivé ici, hein, de transformer le paysage énergétique. Alors, évidemment, pas tout seul, avec mes équipes tout d'abord, mais aussi avec tous les partenaires privés et publics, euh, des concurrents parfois, mais aussi des partenaires. Et puis les pouvoirs publics, hein, que ce soit l'État, les ministères, que ce soit les territoires, les régions, et puis tout le tissu industriel. Euh, donc en axant à cette vision sur un monde de plus en plus décarboné, comment on décarbone les industries, comment on décarbone les territoires. Et donc
petit à petit, nous avons construit cette vision autour d'une décarbonation la plus rapide possible, via le développement des renouvelables, via la construction d'infrastructures qui permettent de faire circuler ces électrons, et puis aussi beaucoup, alors lié aussi au stress hydrique qui frappe Ouais. notamment le Maroc, mais aussi l'Égypte, le développement du dessalement d'eau de mer, un dessalement d'eau de mer renouvelable, adossé à du renouvelable. C'est ce qu'on fait dans la région de Darla. On construit actuellement une unité de dessalement qui servira à l'irrigation agricole et puis à l'eau potable pour la région de Darla. Et c'est adossé à de l'éolien, un champ éolien, qui va alimenter de manière 100% renouvelable cette usine de dessalement. On travaille aussi de plus en plus avec des industriels, des petits, moyens et grands industriels pour décarboner leur process, pas uniquement d'un point de vue énergétique, ça peut concerner aussi la gestion des déchets, la gestion de l'eau, l'efficacité énergétique de leur site et de leur processus industriel. Alors pourquoi ? Parce que alors il y a évidemment l'urgence climatique et environnementale, mais il y a aussi le besoin d'exporter des biens qui sont le plus décarbonés possible, avec l'impact carbone le plus faible possible, les émissions de CO2 le plus faible possible, notamment à cause ou grâce à des mécanismes, notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui a été créé, mis en place au niveau européen, et qui va en quelque sorte taxer, donner un tarif au CO2 aux produits qui seront exportés en fonction de la teneur de carbone au moment de la production, au moment du transport, au moment du stockage de ces biens sur toute la chaîne de valeur. Et donc c'est extrêmement important d'accélérer cette décarbonation, notamment pour de gros industriels qui ont vocation à exporter, mais même pour les territoires localement, c'est parfaitement clé, y compris en termes d'impact pour les populations, d'impact climatique, d'accès aux infrastructures électriques, mais aussi l'accès à l'eau, une eau qui se fait de plus en plus rare, d'où ces technologies de dessalement d'eau de mer qui permettent d'avoir, pour l'agriculture et l'eau potable, accès à de l'eau massivement. Et si en plus cette eau, elle est produite grâce à de l'électricité renouvelable, c'est d'autant mieux, parce que ça permet d'avoir voilà, cette économie circulaire totalement décarbonée. Super intéressant. Et bon courage déjà dans Merci. tous ces projets que vous portez aujourd'hui. Et tu as managé des équipes multiculturelles sur plusieurs continents. Et qu'est-ce qui change vraiment quand on passe d'un management européen en- à un management en Afrique du Nord Mhm. ou Afrique subsaharienne? Mhm. Qu'est-ce qui change exactement? Alors déjà, effectivement, j'ai parcouru plusieurs continents. J'ai commencé en Asie, je suis revenu en Europe pour ensuite continuer en Afrique. Alors déjà, C'est quoi le fil rouge entre oui. tous ces continents? C'est quoi? Alors le fil rouge, c'est qu'il y a plusieurs réalités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un continent asiatique et une culture monotone. Mm. C'est plein de cultures, plein de réalités différentes, que ce soit pour chaque pays ou même parfois pour chaque territoire au sein d'un même pays. Euh, et donc que ce soit en Afrique où il y a plus d'une cinquantaine de réalités différentes, que ce soit en Asie, avec là aussi des spécificités locales et nationales, mais même en Europe, on ne manage pas de la même façon Oui. des Français, des Belges, des Allemands, des Britanniques. Et donc, il faut toujours voilà, regarder, déjà venir s'imprégner de cette culture, être très humble au début, Oui. être beaucoup dans l'écoute, dans la compréhension locale, dans la compréhension parfois des jeux de pouvoir, parfois de multiples communautés au sein d'un même peuple, des tensions qui peuvent exister, et puis aussi de leur volonté d'agir plus ou moins vite dans cette transition énergétique et sociale, en lien aussi avec les développements économiques. Donc c'est venir avec des lunettes pour d'abord observer Oui. toute la multitude de composantes d'un même pays ou d'une région,
de façon voilà, très humble, et puis petit à petit faire son chemin, tracer une trajectoire, donner une vision, mais toujours voilà, dans l'intérêt commun, et puis en embarquant les salariés, les collaboratrices, les collaborateurs. Et là encore, la différence, elle se fait aussi sur la typologie. Hein. On travaille différemment entre des personnes d'un siège, avec des techniciens, avec des ouvriers, avec des cadres qui sont parfois dans les fonctions support, cadres qui sont parfois sur le terrain, des cadres qui sont parfois des experts dans leur domaine. Donc c'est pas que des différences culturelles, c'est aussi la prise en compte de différentes typologies de collaborateurs. Et donc il n'y a pas qu'un seul costume de leader ou de manager, hein. Il faut sans cesse s'adapter, d'autant plus dans des environnements très très mouvants. Et là, c'est le cas sur tous les continents, hein, avec des rythmes très différents, mais voilà, c'est de plus en plus mouvant, incertain. On le voit aujourd'hui avec des crises très polymorphes, hein, et partout dans le monde, que ce soit des crises géopolitiques, des guerres évidemment, que ce soit des crises climatiques et qui entraînent parfois des mouvements de population. Tout ça, on doit le prendre en compte, y compris au quotidien, pour insuffler une vision, c'est quoi? C'est un cap qu'on va donner là où on va, là où on embarque les équipes, mais c'est surtout s'adapter au quotidien, parce que les réalités, elles peuvent évoluer très rapidement. Et donc, c'est à la fois s'adapter aux cultures locales, qui sont très différentes d'un pays à l'autre, mais c'est aussi s'adapter à nos parties prenantes, externes, internes, qui sont très différentes d'un jour à l'autre. Et quand on est manager, quand on est leader, c'est cette capacité d'adaptation qui est extrêmement importante, pour aussi parler le même langage que nos interlocuteurs, hein. Le domaine énergétique est très complexe. Il faut souvent faire preuve de pédagogie en interne pour expliquer la vision, pour expliquer les enjeux, mais aussi en externe avec des non-spécialistes en face de nous. Et donc, c'est extrêmement important de leur expliquer les enjeux, pourquoi on fait ça, à quel rythme on peut le faire, tracer aussi une vision pour ces industriels, pour ces gouvernements, pour ces territoires, des régions parfois, des villes, leur dire voilà ce qu'on est capable de faire, les différents leviers, comme je le disais, qui ne sont pas que énergétiques. On touche à plein de domaines différents. Gestion de l'eau, gestion des déchets, gestion de la mobilité, gestion de la logistique, amélioration des processus industriels, efficacité des bâtiments. Voilà, on touche vraiment à beaucoup de choses. L'idée, hein, c'est de mettre ça en place, d'assembler ce puzzle, de leur montrer la voie, d'étaler ça dans le temps, hein, de leur dire que c'est souvent des petits gestes et que c'est pas à pas. Voilà, on ne construit pas tout du jour au lendemain, Ouais. mais en tout cas par des petites actions et progressivement des actions plus impactantes, on arrive à changer le monde et à changer en tout cas leur processus de fabrication ou leur processus industriel ou bien leur territoire quand il s'agit de régions, de villes ou d'États. Et comment on bâtit un collectif performant quand les environnements culturels et institutionnels sont aussi variés? Alors, déjà en faisant preuve d'humilité pour d'abord être à l'écoute de ce collectif, comprendre leurs attentes, comprendre les dynamiques internes à l'œuvre, et puis progressivement, en bâtissant une feuille de route, toujours orientée vers cette vision, hein. Le patron, le leader doit avant tout fixer un cap. Il n'est pas là pour imposer une vision, il est là pour la co-construire, pour que ce collectif comprenne là où on va, comprenne les actions à mettre en œuvre pour atteindre cette vision. Et donc, c'est extrêmement important, hein, de d'abord identifier quelles sont les opportunités, quels sont les freins, y compris au sein de ces équipes, et puis progressivement d'embarquer tout le monde, de donner du sens à l'action. Alors ça passe par différents moyens, ça passe évidemment par l'individuel, comprendre les logiques individuelles, mais aussi évidemment sur les dynamiques collectives. Et donc ça se fait en les réunissant régulièrement, en étant à l'écoute, en créant
du débat, La en confiance. faisant de la confiance, Oui. effectivement, en assumant clairement, en leur donnant de l'autonomie, en définissant des rôles et des responsabilités parfaitement clairs, en leur donnant aussi de l'agilité au quotidien. Évidemment, il y a des processus, mais il est extrêmement important de leur donner de l'autonomie qui leur permettra d'être plus agiles, aussi de remonter les problèmes, remonter ce qui marche et remonter aussi ce qui ne marche pas. Et puis aussi d'instaurer des échanges entre la base, entre le terrain et puis le siège. Donc régulièrement, on envoie des cadres sur le terrain et inversement, on demande aux gens du terrain d'aller rencontrer les fonctions support ou les fonctions d'expertise. Et c'est ce croisement, ce brassage qui permet vraiment aux personnes du siège qui sont parfois très loin du terrain, de comprendre les réalités et de voir comment fonctionne une usine, comment fonctionne un territoire, les attentes des populations et des industriels, et puis qui permettent aussi aux personnes du terrain d'avoir aussi cette vision au quotidien, de savoir pourquoi ils se réveillent le matin, pourquoi ils Exact. vont sur site, quelle est leur mission, mais surtout vers où on va et avec quelle perspective, et vraiment donner un sens à cette action. Et ça, c'est un job quotidien quand on est leader, de sans cesse embarquer tout le monde, faire en sorte que la stratégie soit bien comprise. Et là encore, il faut faire preuve très souvent de pédagogie pour expliquer très précisément où on va, et puis régulièrement challenger évidemment cette stratégie, challenger un peu les attentes de chacun, et puis les impliquer au quotidien, quand on fait des team building, quand on fait des débats. J'essaie chaque semaine d'amener le débat, de restituer les principales actualités de l'entreprise, mais aussi du monde qui nous entoure. C'est très important d'être dans l'échange, d'écouter aussi leur feedback, et de voir comment on peut s'améliorer au quotidien, et puis petit à petit bâtir cette vision tous ensemble. C'est vraiment important en tout cas d'associer le collectif à toutes ces décisions au quotidien. Je passe à une partie de ton parcours, en fait. Tu as également dirigé l'exécutif éducation de l'ESSEC Business School en Afrique. Et pourquoi avoir fait ce détour par l'éducation et qu'est-ce que tu en as tiré de ton propre leadership? Alors effectivement, déjà je suis arrivé au Maroc en 2019, avant le Covid. Ah, donc c'est Donc c'est déjà, récemment, c'est pas, j'ai cru que tu étais là depuis longtemps. alors ça fait longtemps, quasiment 7 ans, 7 ans, mais mais ça va. Ça va. effectivement, je suis pas là depuis très longtemps, mais tout de même quelques années. D'accord, J'ai suivi mon épouse, en fait, qui est diplomate économique, d'accord. et j'en ai profité d'ailleurs pour faire un congé parental durant 2 ans pour m'occuper de ma première fille. C'était l'occasion de faire une pause dans sa trajectoire professionnelle. Alors une pause entre guillemets, parce que s'occuper d'un enfant, Oui, c'est très prenant, très dynamique. On est beaucoup dans l'interaction, la gestion des priorités, et puis exact. l'échange avec un petit être qui grandit, et puis à qui on essaye de transmettre des valeurs, et avec qui on essaye d'interagir. Et donc c'était voilà, l'occasion de cette pause pour aussi se dire, c'est peut-être le moment de transmettre quelques savoirs, quelques savoir-être, quelques savoir-faire. Et donc, effectivement, j'ai contacté l'ESSEC Business School, qui a un campus Afrique à Rabat, en leur proposant voilà, un certain nombre de cours. Et au final, voilà, j'ai pu enseigner 2 matières. Une matière centrée sur le marketing international, le business développement, mais en lien avec des enjeux géopolitiques très forts, qui leur permettaient d'avoir des clés pour comprendre le commerce mondial. Et puis un deuxième cours sur l'énergie et le développement durable, notamment sur le continent africain. Donc 2 cours peut-être très différents, mais avec ce fil rouge des transitions sociales, énergétiques, numériques, environnementales, dans un monde de plus en plus mouvant. Donc ça m'a permis évidemment de transmettre mon expérience, de transmettre ce que j'avais pu vivre durant ces quelques années, mais aussi d'échanger. Là encore, on est dans l'échange. Ces jeunes étudiants, étudiantes avaient énormément de questions, me challengeaient au quotidien.
pour justement aller toucher à ces enjeux qui sont multiples et qui sont très complexes. Et donc, ce qui était vraiment enrichissant, c'était cet échange au quotidien. Donc, c'est pas seulement transmettre des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, c'est leur transmettre des clés, hein. J'essayais d'être le plus pratique possible, de leur faire rencontrer aussi des intervenants du secteur public, du secteur privé, pas uniquement d'un même secteur, hein. J'essayais aussi de varier les secteurs d'activité pour justement qu'ils aient une cartographie complète. Je leur donnais pas des recettes, je leur donnais plutôt une manière de réfléchir, de s'adapter. Un retour d'expérience. Exactement, mais parce qu'aussi les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les métiers de demain. De demain, exact. Donc j'essaie de leur expliquer que ce qui compte au quotidien, c'est cette curiosité, cette envie de challenger le statu quo, au-delà de la théorie, hein. La théorie, elle sert effectivement à avoir un cadre, mais elle ne suffit pas au quotidien. On apprend en pratiquant, on apprend en faisant des erreurs. Exact. C'était souvent un des futurs entrepreneurs. Oui. Et donc, il fallait leur donner toutes les cartes pour aussi avoir l'envie d'entreprendre dans différents secteurs, hein, que ce soit le secteur associatif, le secteur industriel, le secteur étatique. Une multitude de métiers, de réalités. Mais voilà, l'idée, c'était de leur donner quelques cartes, mais avec aussi cette volonté de leur donner un peu de curiosité Oui. sur ce monde, avec deux matières voilà, très transverses, que ce soit le commerce international, le marketing international et les réalités énergétiques et de développement durable en Afrique, avec effectivement la production de produits, de services qui seront de plus en plus décarbonés pour répondre à cet enjeu climatique notamment. Et qu'est-ce qu'on sous-estime encore aujourd'hui dans la formation des futurs dirigeants africains dans ces secteurs stratégiques? Oui, alors ces dirigeants africains, alors qui venaient d'ailleurs du monde entier, hein, on avait des Asiatiques, on avait évidemment des Européens, mais Dans le campus de Rabat, il y a plusieurs... exactement, hein, l'idée, D'accord. alors il y a un campus asiatique, un campus européen, un campus africain, mais l'idée est de brasser les cultures. Les cultures, Et ok. donc on n'a pas que des Africains, hein, pas que des Marocains, on a voilà, beaucoup d'Asiatiques, des Américains, des gens d'Amérique latine, des Européens. Donc c'est vraiment un brassage de cultures, centré évidemment sur l'Afrique et ses réalités multiples. Alors l'Afrique, ouais, on a toujours l'impression que l'Afrique est en retard, suit le train. En réalité, dans beaucoup de secteurs, elle est en avance. Et puis il y a même des sauts technologiques, hein, sur la monétique, les moyens de paiement, sur le digital, sur les applications de la vie quotidienne. On voit qu'il y a des entrepreneurs qui, au contraire, accélèrent et qui sont parfois beaucoup plus en avance que sur d'autres continents. Et donc, ce qu'il faut donner à ces leaders, c'est des cartes pour accélérer, leur donner le goût de l'entrepreneuriat, évidemment en intégrant de plus en plus le numérique, l'intelligence artificielle et tous ces outils qui vont leur permettre d'accélérer et de scaler leurs produits et leurs services. Et c'est aussi leur donner justement une vision la plus systémique possible sur les enjeux sociaux de la région, sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux climatiques, et puis voilà, pour leur permettre aussi d'être aux commandes demain, aux commandes d'État, s'ils sont amenés à faire de la politique, s'ils sont amenés à être fonctionnaires, et puis aux commandes aussi d'entreprises plus ou moins grandes, des startups parfois, des startups qu'ils ont vocation à créer, mais parfois des PME, des ETI de taille intermédiaire, et puis parfois des grandes entreprises multinationales. Donc c'est leur donner finalement les cartes pour être aux commandes demain, dans des réalités extrêmement multiples, avec parfois des gouvernances très fluctuantes, des tensions politiques, migratoires, climatiques, du stress hydrique, du stress en termes alimentaires. Là encore, hein, les réalités africaines sont multiples, hein, comme c'est le cas sur d'autres continents. Donc c'est leur donner voilà, ces cartes pour qu'ils puissent appliquer des recettes. Alors des recettes,
c'est pas les recettes qu'on leur fournit. Encore une fois, c'est cette agilité et cette manœuvrabilité, hein, cette façon de prendre, d'observer les enjeux qui les entourent, et puis ensuite d'avoir toutes les cartes pour travailler sur des meilleures gouvernances, des meilleurs outils de financement, un lien avec la population très très fort pour répondre à leurs besoins, et de la manière la plus paisible et dynamique possible, parce que justement ces attentes, elles évoluent très très vite, et elles sont très dépendantes, hein, des systèmes en place, qui en Afrique comme ailleurs, hein, sont très variables d'un pays à l'autre, avec effectivement des gouvernements plus ou moins stables, des populations qui ont des besoins croissants, une classe moyenne qui se développe de plus en plus rapidement, des ressources, hein, qui doivent être, si possible, de plus en plus partagées, en tout cas le gain de ces ressources, hein. Elles ne doivent pas être accaparées par une petite élite. Et donc c'est tout ça qu'on discute, hein, dans cette école de management, et au-delà de ça, dans toutes les écoles euh, au niveau marocain et au-delà. Et puis aussi cette interconnexion, hein, on crée des ponts avec les écoles d'ingénieurs, avec les écoles aussi de sciences sociales, pour leur dire que la vision du monde, elle doit forcément être systémique, globale. Euh, et donc, même si on leur apprend le commerce, il faut qu'ils soient ouverts à l'ingénierie, aux métiers techniques, aux expertises un peu plus techniques, et puis tout en prenant en compte les sciences sociales, la psychologie des consommateurs, la psychologie des gouvernants, voilà, pour au final avoir une panoplie d'outils, mais avec cette vision globale du monde qui les entoure. Et donc, c'est extrêmement important d'être pluridisciplinaire dans la manière d'approcher les sujets. Normalement, on voit beaucoup de gens qui critiquent ou bien qui sous-estiment la qualité de formation de ces campus, comme par exemple l'ESSEC qui est installé au Maroc, par rapport à la qualité délivrante en France, par exemple. ESSEC Campus Paris, c'est pas comme ESSEC Campus Rabat. Ils disent comme quoi soit la qualité des formateurs, soit c'est un peu moins que, que l'Europe. Qu'est-ce que tu leur dis, ces gens-là? Parce qu'ils préfèrent que leurs enfants, par exemple, partent en France faire la formation à l'ESSEC France que la faire ici. Alors au contraire, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis que les réalités évoluent, et que, notamment sur le campus de Rabat, africain, on recrute déjà des professeurs de très haute qualité qui viennent du monde entier, qui sont des vrais professeurs. Alors il y a parfois des intervenants du monde professionnel, mais ce sont des vrais professeurs qui enseignent d'ailleurs parfois à Paris ou à Singapour, hein, sur les autres campus. Et donc le niveau est similaire, même le niveau de sélection, hein. On menait un certain nombre d'entretiens, des oraux, des tests écrits, et on avait exactement le même niveau d'exigence. En plus, dans des conditions sur un campus un peu plus petit, mais tout aussi, voire plus multiculturel, un brassage de cultures qui fait que vous apprenez beaucoup mieux, que vous êtes dans un petit environnement, que vous pouvez vous engager par ailleurs dans l'associatif, sur des projets très concrets. Et donc, et souvent, les étudiants qui passent par ces campus sont extrêmement heureux et souhaitent d'ailleurs revenir, parce qu'à Paris, c'est un peu l'industrie, c'est des campus beaucoup plus gros. On est un individu parmi d'autres, tandis que sur ces plus petits campus, on est beaucoup plus en interaction avec l'administration, avec les professeurs. L'échange est plus fluide, et le niveau à la fois d'exigence et de pédagogie est exactement le même. Faut pas croire, hein, que c'est parce qu'on va en France ou aux États-Unis qu'on aura une qualité d'enseignement supérieure. D'ailleurs, on voit bien ce qui se passe aux États-Unis, avec des campus qui sont privés de moyens, notamment financiers, ou qui sont privés de moyens de recherche. Quand on observe l'environnement, l'écosystème universitaire, notamment via l'UM6P, et puis tout l'écosystème autour, c'est exceptionnel. Et franchement, en termes de modernité, en termes de moyens, d'outils pédagogiques,
C'est même parfois beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique Dynamique, ouais. et beaucoup plus enrichissant pour les étudiants. Avec D'accord. évidemment cette dimension africaine. Et c'est pas l'Afrique pour l'Afrique, c'est pas on va vous apprendre ce qu'on fait en Afrique, c'est vraiment euh, leur montrer qu'il y a des réalités très différentes, qu'on peut entreprendre en Afrique, qu'il y a un potentiel exceptionnel, Énorme, ouais. y compris d'un point de vue énergétique, pour faire le lien Ah oui, avec l'énergie. oui. Je reviens vers l'énergie, Oui. ton terrain d'engagement actuel. On parle beaucoup de la transition énergétique, Mhm. mais très peu comment l'accélérer d'une manière réaliste Mhm. sur le terrain africain. Selon toi, quels sont les 3 leviers vraiment déterminants pour y parvenir? Alors les 3 leviers, c'est déjà d'avoir les infrastructures qui permettent de créer un réseau résilient, Oui, à la fois des infrastructures électriques, mais aussi des infrastructures gazières. Alors un gaz qui a vocation à se verdir, hein, via le biométhane, via l'hydrogène, via les dérivés aussi de l'hydrogène. Donc c'est déjà avoir le réseau, les infrastructures nécessaires pour transporter cette électricité, ce gaz, mailler les territoires pour que tout le monde ait accès à ces ressources. Deuxièmement, c'est travailler sur une gouvernance propice, sur des outils de financement qui permettent justement de déployer massivement et d'accélérer, pas uniquement pour les États, pas uniquement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les PME, les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire. Donc c'est travailler notamment avec les banques à l'échelle locale, nationale, aussi les bailleurs de fonds, bailleurs de fonds, ouais. trouver voilà, des outils de financement, de gouvernance propices à l'accélération de cette transition. Et puis enfin, c'est travailler sur un équilibre entre du très décentralisé, du décentralisé et des outils beaucoup plus centralisés. On voit de plus en plus, hein, y compris au Maroc, des petites unités, notamment solaires, hein, sur le toit de maisons individuelles, le toit d'usines, Exactement. qui leur permettent déjà de décarboner leur maison, de décarboner leur unité de production, de se chauffer aussi parfois, de chauffer Ouais. leur process industriel. Et parfois, cette énergie, quand elle est en excédent, on peut même l'amener vers le réseau. Donc, c'est de l'autoproduction, de l'autoconsommation, mais c'est aussi un moyen d'injecter des électrons verts dans le réseau pour l'offrir finalement au reste de la population. Et donc ça, c'est du très décentralisé, hein, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle euh, voilà, d'un territoire, mais aussi avec des outils plus centralisés, des gros champs solaires, des gros champs éoliens. Et donc c'est cet équilibrage, hein, qu'il faudra gérer avec de plus en plus d'outils de production décentralisés, mais toujours, en tout cas à court moyen terme, des unités plus grandes. Et du coup, on parle beaucoup de flexibilité de ces infrastructures. Et ça, la flexibilité, ça passe notamment par des outils de stockage, que ce soit des grosses batteries, que ce soit le vecteur hydrogène ou d'autres vecteurs qui existent, qui permettent justement de créer cette flexibilité, de créer cet équilibre entre des outils très décentralisés et des outils centralisés. Avec l'utilisation aussi de plus en plus, hein, des outils numériques qui permettent de piloter intelligemment ce système énergétique euh, avec ce qu'on appelle les smart grids, le pilotage des réseaux, le pilotage de la maintenance aussi de manière de plus en plus prédictive. Et ça, c'est grâce aux outils, hein, numériques, grâce à l'intelligence artificielle, sans parler aussi des data centers, hein, qui permettent de faire Ouais. marcher les infrastructures télécom, Internet, l'intelligence artificielle, des data centers qui ont aussi vocation à se verdir, qui seront alimentés de plus en plus par des unités renouvelables. Voilà un peu les 3 enjeux clés. En parlant justement d'engagement collectif et de Mhm. vision long terme, euh, on ne peut pas ignorer, bien sûr, le rôle crucial de la collaboration publique-privée, les secteurs Mhm. publics-privés. Où vois-tu les synergies publiques-privées les plus prometteuses dans les années à venir? Alors déjà, c'est extrêmement important de faire de la pédagogie
d'aller sur le terrain, discuter avec les pouvoirs publics, les maires, les conseillers régionaux, les chambres de commerce, d'industrie et de services, et puis le tissu local, qui soit industriel, touristique, logistique, voilà, différents secteurs. Euh, et donc au début, d'ailleurs, on me reprochait un petit peu de faire le tour des territoires. Non, mais qu'est-ce que tu vas perdre ton temps à parler avec la population, avec des petits industriels, parce que toi, multinational, t'as pas Mm. vocation à les décarboner. Toi, tu Ouais. construis des grosses unités solaires, éoliennes, des grosses unités de dessalement pour l'agriculture, pour... Et je leur répondais en disant, ben non, on a un rôle aussi de pédagogie, et si on n'arrive pas à impliquer les pouvoirs publics et la population, ben ça, le rythme de croisière sera ralenti, parce qu'on n'aura pas réussi à convaincre tous ceux qui nous entourent. Donc on a pris nos valises pour aller partout au Maroc, en Afrique du Nord aussi, hein, au contact des populations, des villes et des territoires, pour leur expliquer tout l'intérêt de la décarbonation, tout l'intérêt à accélérer sur cette transition énergétique. Et donc, on a beaucoup travaillé avec les pouvoirs publics, qui incluent aussi les fédérations, la Fédération de l'énergie, les clusters qui existent un peu partout sur le territoire et dans cette région Afrique du Nord. Pardon, côté Oui. énergie, vous avez un cluster Alors oui, ici, par exemple, au Maroc, tu as un cluster hydrogène, tu as un cluster hydrogène, ouais. centré sur les énergies renouvelables, et puis des fédérations, fédération de l'électricité, des acteurs électriques, fédération de l'énergie plus globalement, qui inclut des membres de toute taille, euh, des énergéticiens centrés sur la transition énergétique, des énergéticiens un peu plus fossiles, mais qui ont aussi vocation à se décarboner. Euh, et là, on travaille aussi sur les compétences du futur. Euh, et le futur, c'est quoi? C'est l'hydrogène, l'ammoniac, tous ces dérivés. C'est un transport de plus en plus décarboné, une logistique à prévoir, cet équilibrage réseau, et donc de plus en plus la maîtrise d'outils numériques qui permettent d'accélérer cette transition. Et ça se fait aussi avec les pouvoirs publics, avec les agences de l'emploi, avec les régions, avec les CRI, les centres régionaux d'investissement. Et donc ce dialogue public-privé est extrêmement important, pas uniquement avec les ministères. Évidemment, les ministères donnent la vision. Sa Majesté le Roi ici incarne aussi cette vision dans beaucoup de domaines différents. Mais c'est ensuite, voilà, quelles actions on met en place pour créer de l'emploi, pour utiliser aussi les compétences locales, les matériaux locaux, les usines pour produire localement, de plus en plus, intégrer ce qu'on appelle du contenu local, local content, qui permet de faire travailler aussi des Marocains, des Égyptiens, des Sénégalais au Sénégal. Et donc, voilà, travailler sur une bonne interaction entre public-privé pour avoir cette même vision, ce même rythme de croisière. Et puis aussi, voilà, travailler sur l'impact sur les populations, l'emploi des jeunes, mais pas que, l'emploi de la formation d'ingénieurs, mais pas uniquement, de techniciennes, de techniciens, d'ouvrières et d'ouvriers, sur des compétences de plus en plus complexes. Aujourd'hui sur les renouvelables, demain sur d'autres vecteurs énergétiques, sur les infrastructures aussi électriques et gazières, et sur le verdissement de tous ces vecteurs, avec là aussi des enjeux majeurs en termes de transport, en termes de stockage, en termes de logistique. Et donc voilà, le dialogue, il est permanent, Oui. et il se fait de manière très différente, mais il est parfaitement crucial pour embarquer tout le monde. Et ce secteur public, c'est aussi celui qui finance parfois ou qui lance Ouais. des appels d'offres, et puis qui contribue à faire en sorte qu'on accélère sur ces domaines, avec souvent des ministères, des domaines qui se croisent, hein, les équipements, l'eau, l'énergie, le ministère de l'Intérieur qui gère aussi la Exactement. gouvernance des territoires. Donc La voilà, transition énergétique, d'ailleurs, on n'avait pas ce exactement. ministère, mais Oui, on l'a créé juste pour ça, donc oui, pour accélérer la transition. exactement. Le ministère de l'Investissement, Ouais, voilà, beaucoup exact. de domaines qui se croisent. Les Ok, transports. d'accord. On a parlé d'impact, de responsabilité, de transformation, mais au fil des années, les convictions évoluent, toutes comme les postures de leadership. Toi qui as occupé plusieurs fonctions,
euh, stratégique, institutionnel, opérationnel. Est-ce que ta vision de leadership a changé avec les années? Oui, clairement, le leader, comme je le disais, il doit s'adapter constamment parce qu'il est au contact de cultures très différentes quand il a une trajectoire internationale. Il est au contact de générations très différentes qui ont des attentes très multiples. Ouais, Donc, il doit voilà, sans cesse avoir cette capacité à être à l'écoute, bien sûr, à créer le débat, à challenger le statu quo, à donner un cap, à fixer une vision, mais voilà, être sans cesse à l'écoute des signaux faibles, des signaux forts également, des opportunités qui peuvent se créer, des risques potentiels également. Donc le leader, il est sans cesse dans une démarche d'apprentissage, d'amélioration continue, d'adaptation avec les nouvelles générations. et effectivement Ouais, d'adaptation avec des générations qui cohabitent plus ou moins bien, ouais, des nouvelles générations qui ont des attentes très fortes en termes exact. d'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, sur la manière de travailler, de prendre des décisions, peut-être de manière plus collégiale, collective. Et puis on travaille aussi de plus en plus sur les questions de diversité, d'intégration des genres, des situations de handicap, des générations, et puis aussi d'équité, équité dans les trajectoires, équité dans le recrutement, équité dans la formation, dans les salaires aussi. Donc beaucoup de sujets que doit prendre à bras le corps le leader au quotidien, au-delà des sujets qui sont extrêmement importants, et c'est même ce qui est au-dessus de ma pile, des enjeux de sécurité, de santé et sécurité, de nos environnements de travail, de nos salariés, des questions aussi d'éthique Exact. extrêmement Ouais, importants, qu'on retrouve dans tous les pays d'ailleurs, hein. Mais c'est faire comprendre que pour avoir cette capacité à opérer, cette fameuse license to operate, yeah, cette volonté d'opérer du mieux possible des actifs industriels, il faut commencer par être exemplaire. Exemplaire sur la sécurité, exemplaire sur la santé de nos collaboratrices et collaborateurs, y compris voilà, d'un point de vue éthique. Et puis, effectivement, travailler aussi sur ces questions de diversité, d'inclusion et d'équité, qui font aussi partie du job et de la casquette d'un manager ou d'un d'un leader. leader, exact. Au-delà du regard que l'on porte sur le passé, il y a aussi l'élan qui nous pousse vers l'avenir. Euh, Quand tu regardes ton parcours ou bien la suite de ton parcours, qu'est-ce qui te motive encore ou bien qui te nourrit encore aujourd'hui dans le quotidien, dans ce que tu fais au quotidien? Ce qui me nourrit au Ouais, quotidien, c'est de continuer à apprendre, d'être dans la transmission, mais aussi voilà, de voir, de découvrir un monde qui évolue sans cesse, d'être justement aux côtés des jeunes générations, de comprendre leurs attentes, de me faire challenger hein, au quotidien. J'aime utiliser cette expression, manage your manager. Euh, je dis à mes jeunes recrues, n'hésitez pas à nous challenger au quotidien. C'est comme ça aussi qu'on exact. apprend, faire preuve d'impertinence. Beaucoup de managers sont un peu dans leur bulle, pensent voilà, qu'ils ont la science infuse. J'ai toujours considéré qu'il faut sans cesse se faire challenger, que c'est ce qui permet de faire avancer aussi le débat, les actions quotidiennes, et puis parfois d'ajuster hein, certaines actions, avec toujours ce cap stratégique, cette vision, mais voilà, une agilité quotidienne. Et donc moi, ce qui me drive au quotidien, c'est cette utilité, ce sens de l'action, cet impact sur les populations, sur le monde qui nous entoure, au carrefour de beaucoup d'enjeux. Euh, alors on peut être optimiste en se disant qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et avec des générations de plus en plus motivées pour faire évoluer positivement ce monde. On peut parfois être un peu plus négatif ou pessimiste Mm. parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'injustices, de plus en plus de conflits, euh, de plus en plus d'instabilité économique. Et donc, bah, il faudra d'autant plus
retrousser les manches pour essayer d'agir pour un monde plus juste, plus égalitaire, plus équitable, en tout cas, plus qu'égalitaire, et un monde voilà, qui permette de vivre convenablement, donc avec un- une industrie, avec des territoires de plus en plus décarbonés, parce qu'on sait que voilà, le dérèglement climatique est une réalité qui nous entraînera dans des difficultés, une instabilité de plus en plus majeure, des crises climatiques, des crises du coup migratoires, des crises aussi liées au stress hydrique. Et donc il faudra sans cesse s'adapter, adapter nos manières de vivre, adapter notre agriculture, adapter nos manières de se mouvoir, de bouger sur nos territoires. Et donc tout ça, ça donne une perspective de changement, pas uniquement dans le monde énergétique, y compris dans le monde agroalimentaire, y compris dans le monde de la banque et des assurances, y compris dans la pharmacie, le pharmaceutique, la chimie. Voilà, beaucoup de secteurs industriels qu'il faudra transformer. Et c'est ça qui m'anime au quotidien. Construire une vision autour de cette perspective, embarquer les collaboratrices et collaborateurs, ouais. mes équipes, nos équipes, et puis voilà, travailler sur des enjeux qui sont de plus en plus transverses. Encore une fois, l'énergie touche beaucoup de facteurs, touche l'industrie, touche la mobilité, touche les infrastructures sportives, culturelles, hein. On accueillera bientôt ici au Maroc la Coupe du Monde, Ouais. la Coupe africaine des nations. Ça nécessite aussi de grandes infrastructures qui peuvent aussi être décarbonées par les transports publics décarbonés, par des stades qui ont une autoconsommation renouvelable, etc., etc. Donc on travaille là encore avec tous les acteurs, le secteur public, les industriels, les constructeurs. Donc voilà, on touche vraiment à tout, et c'est ça qui est passionnant au quotidien. Est-ce qu'il y a un moment précis que tu as tenté de rester dans ta zone de confort, par exemple, et de ne pas aller vers tes objectifs, vers tes challenges, vers l'impact en fait? Tu as dit à un moment donné, j'en peux plus là, je veux rester dans ma zone de confort, c'est bon, c'est trop. Est-ce qu'il y avait un moment précis ou bien non? En tout cas, c'est une tentation. On Tentation, a ouais. une tentation de se dire, bon, bah là, ça fait 2 ans, 3 ans que je suis au même poste, que Exact, tout ça. se passe bien avec les équipes, Ouais. que je suis intégré sur le territoire, avec des bonnes relations avec les parties prenantes internes et externes. Mais je crois qu'il faut essayer de se faire violence en se disant Ouais. que c'est aussi par des contextes différents qu'on apprend. Et donc, bah, j'essaie de me faire violence et puis de me dire, bah non, il faut aller découvrir d'autres réalités, d'autres secteurs. Comment surmonter ces moments-là? Com- Oui, alors, vous savez, le leader, le manager, il a souvent des instants de solitude pour Ouais, gérer cette complexité. Il y a parfois beaucoup de problèmes qui arrivent en même temps sur son ouais. bureau. Donc parfois une solitude, une lassitude. Mais voilà, il faut tenter de positiver, de voir justement les perspectives possibles pour justement voilà, être exemplaire vis-à-vis de ses équipes et leur donner de l'espoir, leur donner envie d'agir. Et donc, même si le manager ou le leader a des moments de solitude, déjà, il doit se faire accompagner, Ouais. accompagné par ses équipes, accompagné par des mentors, Par des mentors, c'est des ça. coachs parfois, Ouais. des exemples qu'il va suivre. Il doit beaucoup s'alimenter aussi de lectures, de feedback, d'actualités diverses et variées. Et puis, bah, c'est ce qui lui donnera l'envie d'avancer, hein, ce carburant qui lui permettra de rebondir. Mais voilà, on alterne hein, évidemment entre parfois des moments d'euphorie et parfois des moments de doute, c'est totalement normal, hein, la vie Ouais. est comme ça, mais voilà, faut toujours se dire, faut toujours avoir cette envie d'apprendre, cette curiosité, Ouais. et c'est parfois en changeant de contexte, de métier, d'environnement, et je crois beaucoup en cette mobilité pour apprendre, faire un pas de côté, c'est pour ça que je suis allé dans le secteur éducatif, pour Ouais.
faire des cours et m'alimenter de cette expérience et de Et ces comprendre échanges. cette génération, d'ailleurs, Comprendre la nouvelle la génération, nouvelle ouais, la future génération de des leaders, leaders, exact. s'imprégner de leurs questions, de leurs doutes Ouais. et des perspectives qu'ils voient pour ce monde. C'est aussi pour ça que j'ai fait une pause dans ma carrière pour m'occuper Ouais. de mes enfants. Voilà, une carrière, elle est de moins en moins rectiligne. C'est une alternance d'expériences et c'est ça qui nous enrichit et qui nous aide à vivre dans un monde de plus en plus mouvant, parce que ça nous donne cette capacité d'adaptation, cette capacité à rebondir. Donc oui, on aime bien être dans sa zone de confort, Ouais. mais je crois que si on veut Ça me naviguer du mieux possible dans ce monde, il faut tenter de bouger de soi-même. bouger soi-même. Ok, on arrive presque à la fin. J'ai une dernière partie, quick fire de perspective, des questions rapides, et tu dois répondre instinctivement en mode spontané. On va et puis essayer. rapide. Ok, donc le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Meilleur conseil, c'est d'être curieux, d'être affamé, comme le disait Steve Jobs, hein, d'avoir sans cesse faim de l'actualité, des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, du monde qui nous entoure. Ça peut être la musique, le sport, la culture, donc pas uniquement la politique ou la géopolitique, mais en tout cas de se nourrir à droite à gauche pour justement être capable d'identifier plus facilement ensuite les signaux faibles ou au contraire saisir les opportunités. Le pire conseil. Le pire conseil, c'est de rester dans sa case, hein, de dire bah écoute, reste là où tu es, c'est moi l'autorité, tu n'as pas à challenger le monde autour de toi. Donc c'est des gens qui ont eu tendance à me dire écoute, reste à ta place, on n'a pas besoin de toi pour challenger le statu quo. En gros, tais-toi et tout ira bien. D'accord. La plus grande fierté de ton parcours. La plus grande fierté, c'est peut-être l'engagement associatif quand j'étais jeune, petit, et même très tôt. Voilà, déjà impacter son environnement, ses camarades de classe. Et puis petit à petit, être capable aussi de fonder un foyer. Donc ma plus grande fierté, je pense que c'est ma famille, mes enfants, mon épouse, et les valeurs qu'on peut leur inculquer au quotidien et cet échange qu'on crée. D'accord. Et le plus grand moment de remise en question. Plus gros moment de remise en question, bah, c'est souvent après des échecs, et les échecs font partie de la vie, donc parfois des projets entrepreneuriaux que j'ai pu lancer, qui n'ont pas forcément marché, mais qui m'ont donné l'envie de rebondir, ou parfois des visions qui ont pu être mal expliquées, mal comprises, et ça m'a appris effectivement à rebondir. Donc c'est ça qui peut parfois surprendre, mais qui D'accord. permettent de rebondir. Et le choix professionnel que tu referais sans hésiter. Choix professionnel, c'est d'aller le plus sur le terrain possible. Très tôt, hein, je suis allé manager des techniciens, des gaziers terrain, qui avaient une expertise formidable, qui était très très opérationnelle, donc j'avais rien à apprendre, mais vraiment voilà, au contact du terrain, et donc je referai ça sans aucune hésitation, parce que c'est ce qui m'a appris les réalités locales. Et celui que tu referais différemment. Ce que je referais différemment, c'est peut-être des postes que j'ai exercés au niveau siège, à des échelons très élevés, ou dans des environnements un peu plus feutrés, sans forcément avoir ce contact au terrain, en imposant parfois des stratégies ou des dialogues stratégiques, mais sans forcément connaître les réalités du terrain. Donc j'essayais déjà d'aller à la pêche aux infos, mais peut-être pas assez sur le terrain. Donc c'est peut-être ce que je referais, d'aller beaucoup plus sur le terrain, au contact, à la rencontre de ceux qui font au quotidien. Merci Loïc pour Merci cette beaucoup. perspective lucide, riche et stratégique sur un projet essentiel pour le continent et pour la planète également. Et notre chère audience, merci beaucoup à vous aussi pour votre écoute fidèle et restez connectés. À bientôt.